C'est intéressé à un débat sur l'origine des innovations avec deux grands courants de pensée qui s'expriment. Le premier, c'est effectivement ce qu'on a appelé le processus héroïque, c'est-à-dire des inventeurs géniaux, parfois solitaires, parfois marginaux, qui réussissent effectivement dans l'indifférence générale à mettre au point des choses. Donc c'est le mythe de Bernard Palissy par exemple, ou de Steve Jobs pour prendre plus récemment. Et dans cette vision héroïque, eh bien, la qualité intrinsèque de l'innovation, c'est ça qui va faire effectivement qu'elle va diffuser dans la société. Puis à l'autre bout, eh bien, il y a des gens qui développent une vision externe, qu'on appelle un peu hétéronome, c'est-à-dire qu'en fait on dit mais non, c'est l'évolution de la société, de ses goûts, de ses habitudes, de ses manières, qui va d'une certaine manière aspirer l'innovation, et on dit finalement il y a des changements de la société, par exemple les congés payés ou les 35 heures, etc., qui vont créer d'une certaine manière un appel d'air, une attente, qui vont faire effectivement que les innovations finissent par apparaître, parfois en un certain nombre de points différents au même moment. Et donc derrière ce débat un petit peu radical, eh bien notre message c'est de dire il faut effectivement considérer que suivant les cas, suivant les époques, suivant les sociétés, on a les deux, que parfois effectivement, même quand la société serait prête à accepter une innovation, elle peut tarder à venir. Et d'autre part, ce qu'on souligne, c'est qu'entre l'inventeur et puis la société, il y a parfois l'entrepreneur, et le mot est intéressant parce que l'entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui va avoir, je dirais, un pied ou un regard vers l'invention, mais aussi un regard vers la société et ses attentes, et qui va souvent être à l'origine, justement, de la diffusion et de la réussite d'une innovation, parce qu'il est un peu un médiateur entre ces deux. Et la conséquence qu'on en tire dans cette première partie, c'est de dire finalement, pour une académie des technologies, on peut avoir tendance surtout à voir les choses du point de vue de la science et de la technique, et qu'il faudrait sans doute s'intéresser au moins autant au suivi de ces évolutions de la société. Donc on a pris ces deux acronymes, c'est-à-dire que l'attitude PUSH, c'est Public Understanding of Science. On voudrait que la société comprenne mieux la science et les technologies. Et l'attitude inverse, c'est Scientist Understanding of the Public, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que les scientifiques et les technologues comprennent mieux, effectivement, ces évolutions de la société, parce que parfois ils disent « je ne comprends pas pourquoi notre société n'accepte pas telle ou telle innovation ». Et là, les points que l'on développe, c'est tout d'abord que dans ce premier contact entre un objet et puis un individu ou un groupe, eh bien, il y a le passage de l'objet à l'instrument, c'est-à-dire que cet objet qui est externe, il faut apprendre à s'en servir, c'est-à-dire en faire un instrument, et que ça suppose une certaine coadaptation. Pour ceux qui sont gauchers dans la salle, vous connaissez le martyre d'un gaucher auquel on demande d'ouvrir une bouteille de vin avec un tire-bouchon. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème effectivement difficile de coadaptation. Et vous savez aussi que Léonard de Vinci, qui était gaucher, du coup s'est adapté en faisant une écriture qu'il faut lire dans un miroir, justement parce qu'il avait trouvé que ce geste était plus adapté. Donc il y a une interaction qui se fait. Et ça veut dire peut-être que plutôt que de vouloir avoir des objets qui soient clés en main, parfaitement prêts, peut-être que leur dimension d'adaptable, c'est-à-dire justement qu'on puisse les reconfigurer, les remettre, disons, en adéquation avec ces comportements, c'est peut-être une dimension qu'il faut souligner. Un objet qui va se diffuser, c'est ce que les anthropologues appellent un objet bon à penser, c'est-à-dire qu'il doit être considéré par nous comme quelque chose qui doit pouvoir faire partie de notre quotidien, faire partie de notre intimité. Et ce qu'on développe un petit peu dans cet avis, c'est effectivement cette idée que vous avez tous testée, que lorsqu'on est face à l'inconnu, face à des situations un petit peu mal maîtrisées, on a tendance à prendre des comportements qui puisent dans notre comportement affectif infantile. Et donc ça veut dire que si on vous propose des objets au format arrondi, aux couleurs un peu puériles, que l'on peut caresser, toucher, qui sont tactiles, etc., qui sont plutôt un petit peu lisses et doux, eh bien, vous avez tous tendance à les adopter plus facilement,
Rappelez-vous à quoi ressemblait la première tentative d'IBM pour faire un ordinateur portable. C'était noir, rectangulaire et aux arêtes vives. Et puis ensuite est arrivé Apple. Et Apple, vous connaissez effectivement la forme, dans tous les sens du terme, de ce produit. Troisième question qui est un objet de débat, est-ce que les innovations sont cosmétiques ou est-ce qu'elles nous changent en profondeur? Et nous, ce qu'on dit dans cet avis, c'est au contraire, non, il faut reconnaître que les innovations nous changent et nous changent en profondeur. Et les exemples qu'on donne, c'est par exemple à quel point les innovations d'aujourd'hui ont modifié notre perception du temps, de l'espace, de la distance interpersonnelle, des solidarités, qui font par exemple que parfois on se sent beaucoup plus proche de celui avec lequel on est en train de communiquer à des milliers de kilomètres qu'avec son voisin dans le métro, qu'on considère comme un parfait étranger. Donc on reconfigure notre vision du temps et de l'espace. Quand on réfléchit à comment on va aller à un endroit, on intègre le fait que les innovations vont nous permettre d'aller plus vite ou moins vite à tel ou tel endroit. Et puis le dernier point dans cette troisième partie, c'est qu'on dit, si ça nous change en profondeur, la responsabilité des technologues, c'est effectivement de documenter tous ces changements possibles, qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'effets positifs ou négatifs, mais ce n'est pas à eux de porter, de tenir la balance, c'est-à-dire de dire in fine c'est bien ou c'est pas bien. Ils doivent documenter, mais ils doivent aussi laisser les gens décider à partir de tous ces éléments. Et c'est peut-être pour ça que ce soir on lance cette dispute, c'est justement pour montrer qu'il faut documenter et débattre, et ensuite les gens se font une opinion. Et puis la quatrième partie, reprend un petit peu cette question des débats autour des innovations, en remarquant tout d'abord que c'est souvent au moment où on discute le plus de l'avenir d'une société, lorsqu'on est parfois en situation de crise économique ou sociale, que se développe le débat sur l'innovation. Et il se développe donc dans un contexte qui est assez radical, c'est-à-dire entre des gens qui disent ces nouvelles innovations vont relancer l'économie, la croissance et vont amorcer effectivement une reprise. Et puis des gens qui disent, mais non, au contraire, c'est à cause de ces innovations que nous sommes dans la situation actuelle, et donc effectivement, nous ne croyons pas, au contraire, à ce que ça va apporter un bienfait, et même que peut-être ça va créer une nouvelle période d'instabilité, des débats un peu radicaux. Et se rajoute à cela que, même si j'ai dit précédemment qu'il fallait documenter les avantages et inconvénients d'une innovation, on se rend compte que ce n'est pas toujours possible, autrement dit que le devenir, la dynamique d'une invention dans une société est en grande partie imprévisible, et donc ça veut dire qu'il faut renoncer à tout prévoir a priori, et au contraire essayer de suivre qu'est-ce qui va se passer, d'où cette proposition dans la vie qui est de dire nous avons une certaine responsabilité morale pour suivre le devenir d'une innovation et éventuellement proposer des corrections.